Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons en votre compagnie. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Wafa Asri, vous êtes directrice de la coordination pédagogique et du secteur privé au sein du département de la formation professionnelle au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Driss Bouttache, vous êtes directeur de développement à l'OFPPT. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et enfin, Smaili Mohamedine, directeur de la vie scolaire et de l'enseignement technique au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Bonsoir. Il y a quelques jours, le ministère de l'Éducation nationale dévoilait son grand projet de réforme de la formation professionnelle, engagé dans le cadre de la vision stratégique 2015-2030, qui entend refonder notre système éducatif. Objectif, répondre au mieux aux besoins des professionnels et de l'économie nationale en proposant une formation adéquate. Ce soir, nous revenons donc sur cet aspect de la réforme de l'éducation à laquelle nous avions déjà consacré une émission de présentation générale. Comment cette réforme de la formation professionnelle a-t-elle été pensée? Qui sont les acteurs impliqués? Quels en sont les grands axes et les objectifs à moyen et long terme, ainsi que les moyens engagés pour la réaliser? Quelle réforme pour la formation professionnelle? C'est le titre de l'émission de ce soir. Sur la période 2013-2015, l'OFPPT a réussi à multiplier la production du dispositif de formation par 6. Au total, plus d'1 400 000 ressources qualifiées ont rejoint le marché du travail. Un bilan positif, et ce n'est qu'un début, promet l'OFPPT. Pour l'année 2016, l'Office ambitionne d'augmenter de 15% l'offre de formation. Pour ce faire, l'Office veut créer de nouveaux établissements. Objectif atteindre 365 instituts d'ici à la fin de l'année. L'OFPPT va ainsi créer des offices régionaux qui seront dotés de larges prérogatives. Et d'ici 2020, l'Office affiche un programme ambitieux. Il entend accompagner la mise en œuvre de la vision stratégique pour la réforme de l'école marocaine et renforcer les parcours professionnalisants, comme les baccalauréats professionnels ou encore les certificats des compétences professionnelles. L'Office compte aussi améliorer l'insertion professionnelle et renforcer l'employabilité des jeunes. Pour les années à venir, l'OFPPT voit grand. Il prévoit la création de 120 établissements de formation dans les 4 prochaines années. Objectif affiché, atteindre une capacité de 650 000 places pédagogiques d'ici à 2020. Plus d'1 700 000 étudiants seront donc formés dans les 4 prochaines années. Afin d'améliorer sa gouvernance, l'Office compte aussi mettre en place plusieurs structures, comités directeurs OFPPT, associations professionnelles, qui seront dupliquées au niveau régional et local. L'Office ambitionne aussi de mettre en place un nouveau modèle de gouvernance des établissements de formation professionnelle en vue de renforcer l'ancrage des établissements dans leur environnement socio-économique pour une meilleure adéquation formation-emploi. Bien, donc nous allons essayer de comprendre en quoi consiste cette réforme de la formation professionnelle, dans quel objectif elle s'inscrit, bien sûr, dans quelle réforme plus globale elle s'inscrit, et suite à quel diagnostic, parce que cette réforme de la formation professionnelle, il a bien fallu faire un diagnostic à ce niveau. Mais avant cela, est-ce qu'on peut revenir sur une question qui est tout à fait basique, c'est de finalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la formation professionnelle? Parce qu'il y a la formation qui est la formation de base, puis la formation continue, il n'y a pas une seule formation professionnelle. Wafa Asri. D'accord, merci pour l'invitation. Alors, par rapport à la formation professionnelle, d'abord, c'est un système de formation qui répond à la fois aux objectifs des individus pour une meilleure insertion dans la vie active, mais aussi pour améliorer son employabilité, mais aussi il répond aussi aux objectifs des entreprises pour améliorer leur compétitivité. Et comme vous l'avez bien dit, il y a effectivement la formation initiale qui est à la fois diplômante et qualifiante. Au niveau de la formation diplômante, là aussi, il y a divers types de formations. Il y a la formation résidentielle qui se passe à 100% au sein des centres de formation et la formation alternée qui se passe à 50% au niveau des établissements de formation et 50% au niveau des entreprises et la formation par apprentissage qui se passe à 80% au sein des entreprises avec des formations, que ce soit sur le plan technologique ou technique, qui se passent au niveau des établissements de formation. Ça, c'est par rapport à la formation initiale diplômante.
Il y a aussi la formation professionnelle qualifiante qui est ouverte aussi aux individus pour améliorer leur insertion. Ils sont déjà en entreprise? La formation qualifiante, non. C'est des jeunes qui cherchent, ils ont une formation, une qualification, mais qui cherchent à améliorer davantage leur qualification. Et généralement, c'est des gens qui sont, elle est ouverte surtout aux chômeurs qui sont ayant une longue durée de chômage, mais à différents types de populations qui sont à la recherche d'une nouvelle qualification au sein de leur carrière professionnelle. Il y a aussi la formation continue, et actuellement, il se passe surtout à l'initiative des entreprises. Et donc, c'est une formation qui se passe au sein des entreprises pour soit améliorer la compétitivité des entreprises, soit améliorer aussi la productivité des salariés. Alors, justement, au niveau de cette formation, on a bien, ça répond à des objectifs bien précis. On va parler de la réforme, bien voilà, sûr. Ça, on va en parler. Mais actuelle. aujourd'hui, si on devait faire un diagnostic de la formation professionnelle ici au Maroc, ça fonctionne? On peut donner des chiffres, hein, on en a quelques-uns, mais aujourd'hui, sur les deux niveaux, parce que c'est vrai que c'est différent, à qui ça s'adresse, qui peut être éligible à cette formation professionnelle? Est-ce qu'aujourd'hui, le système est suffisamment solide, suffisamment performant? J'imagine que non, s'il y a une réforme qui est là pour augmenter le taux d'employabilité et d'adéquation. Alors, tout à fait. Donc, le premier opérateur qui est l'Office de la formation professionnelle et qui pèse pour plus de 90% de l'assiette globale de formation publique au Maroc aujourd'hui est un réseau large de 345 établissements avec une capacité de formation pour l'année en cours de 436 000 jeunes en formation. En formation initiale, formation continue. L'objectif étant... c'est la capacité? La capacité, tout à fait. Aujourd'hui, quoi? On a une capacité de 436 000 et 436 000 jeunes qui sont en formation. Dans tous les centres. Dans tous les centres de formation, à travers donc, les 12 régions découpage administratif donc, du Royaume. Et donc la formation, il a pour objectif justement d'améliorer la compétitivité des entreprises et de répondre à la problématique formation, adaptation, emploi. Donc aujourd'hui, nous sommes sur des taux d'insertion moyens calculés par des cabinets externes de l'ordre au moins de 72% et qui va jusqu'à 100% lorsque les formations sont à la carte. Bon, formation aujourd'hui, est-ce qu'il est en phase... 72% d'insertion, c'est-à-dire qu'en gros, 72% des jeunes qui sortent de vos établissements de formation trouvent un emploi? Trouvent de l'emploi, et c'est aujourd'hui corroboré par un cabinet externe pour plus de neutralité et qui vont jusqu'à 100% lorsque nous sommes sur des formations à la carte. Ça chaque année? Chaque année. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut renseigner, c'est que pour être dans l'adéquation formation-emploi, il faut mettre en place des mécanismes d'observation des évolutions des besoins et des compétences, aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif. Mais je dirais ces mécanismes aujourd'hui sont en balbutiement, au démarrage. Mais malgré ça, l'Office répond à cette adaptation formation-emploi en se rapprochant, d'ailleurs, je dirais, par la nature même de son conseil d'administration qui est très parti au siège des professionnels et qui est un moment de privilège pour débattre des filières qui sont à maintenir et celles qui sont obsolètes à corriger, de par une approche, je dirais, button-up au niveau du terrain, puisque l'émanation de ces comités d'administration siège au niveau des établissements, et donc avec plus de proximité au niveau du terrain, les établissements avec les professionnels dictent la ligne de conduite et la production au niveau des formations. Ça, c'est le deuxième levier. On s'appuie aussi sur les études sectorielles qui sont faites par les départements ministériels ou par les associations professionnelles. Nous avons les mesures de satisfaction des entreprises où aujourd'hui ils nous renseignent sur la qualité des formations. La dernière en date a été effectuée l'année dernière, ou encore les mesures de satisfaction des jeunes et les taux d'emploi par filière. Voilà, alors aujourd'hui, quels sont les secteurs? Je voudrais juste poser la question aussi, Mohamed. Quels sont les secteurs aujourd'hui? Parce qu'encore une fois, ça va nous amener à la réforme et à ce qui a pensé la réforme. Quels sont les secteurs les plus représentés? Lorsqu'on parle de formation, c'est bien que quand vous nous dites qu'il y a 72% d'insertion, ça va bien ils vont bien dans des entreprises. Quels sont les secteurs prépondérants aujourd'hui qui permettent d'absorber les jeunes qui sortent de ces formations? Mais les secteurs, ce sont les secteurs dans lesquels des stratégies économiques de développement ont été mises en place. En l'occurrence, on peut rappeler par exemple le domaine de l'aéronautique, le domaine de l'automobile, l'offshoring, le Maroc vert. Tous ces grands... Tous les métiers mondiaux du Maroc, ce qu'on appelle les métiers mondiaux du Maroc. Voilà, toutes les stratégies, on va dire, qui structurent l'économie nationale et qui ont été lancées depuis pas mal d'années et qui ont été réactualisées, bien sûr. On parle par exemple de l'émergence industrielle, l'accélération du plan.
Et donc là, le taux d'insertion dépasse les... Quand je dis dépasse 100%, parce qu'en réalité, on est à 100%, ça veut dire qu'on aurait pu développer davantage de formation et on aurait pu assurer l'insertion. Parce que quand j'entends ces chiffres-là, je me dis que je vois le chiffre du chômage en face, je me dis qu'on a trouvé la solution pour qu'on a un taux d'insertion qui est absolument incroyable et qu'on a un marché qui est capable d'absorber tout ce monde-là. En fait, je pense qu'il faut apporter une précision par rapport à la formation professionnelle, aux différents intervenants au niveau de la formation professionnelle. Parce qu'au niveau de la formation professionnelle, il y a les opérateurs publics de formation, dont l'Office est le principal opérateur, mais il y a aussi les ministères sectoriels. Il y a le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Artisanat, le ministère du Tourisme, l'énergie et mines, l'urbanisme. Donc, il y a plusieurs ministères sectoriels, aussi le ministère de la Jeunesse et Sport, etc. Parallèlement à tous ces ministères sectoriels, il y a l'offre privée de formation professionnelle, là aussi qui représente 23% de l'offre de formation dans sa globalité. Là, on parle de la formation initiale. Et donc, en plus de ces opérateurs qu'on dit traditionnels, il y a eu une ouverture aussi sur tout ce qui est ONG, organisations et associations non gouvernementales, pour des raisons de proximité par rapport à une offre de formation. Il y a aussi des centres de formation intra-entreprise. Donc, il y a l'entreprise qui est un acteur principal au niveau de tout le processus. Vous avez parlé tout à l'heure de l'adéquation formation-emploi, et c'est l'entreprise qui est un acteur principal dans tout le processus d'ingénierie de formation. Donc, partant de la planification, de l'identification des besoins de ces entreprises, passant par l'élaboration des programmes de formation, la mise en œuvre de ces formations, mais aussi la gestion même des établissements de formation. Et donc, nous avons différents modèles de gestion d'établissements. Il y a des établissements qui sont à 100% gérés par ces opérateurs publics, des établissements qui sont gérés par les établissements privés, mais il y a un autre modèle d'établissements qui sont en partenariat public-privé et qui sont surtout instaurés dans des secteurs qu'on a dit secteurs émergents, notamment l'aéronautique, les énergies renouvelables, l'automobile, le textile, la mode. Donc, dans ces établissements, c'est vrai que pourquoi nous, on a instauré ces différents modes de gestion. Il y a aussi des établissements qui sont en co-gestion avec les professionnels. Pourquoi cette co-gestion? C'est justement pour une meilleure adéquation formation-emploi et pour une réactivité du système par rapport à le besoin qui émane des entreprises. Donc, et par rapport à ça, ils siègent dans les différentes instances de gouvernance de la formation professionnelle. Au niveau des commissions nationales, notre collègue a parlé du cadre tripartite du conseil d'administration de l'Office, mais parallèlement à ça, il y a des instances au niveau national, des instances au niveau provincial, où siègent les opérateurs, mais il y a aussi des conseils de gestion des établissements qui sont présidés par les professionnels. Et carrément, quand j'ai parlé de partenariat public-privé, c'est des établissements qui sont gérés par des associations professionnelles. Alors, on est sur quel niveau de compétence? Oui, parce que le niveau de compétence est important, parce qu'on va parler aussi des filières d'excellence, mais je veux dire, dans la grande majorité, lorsqu'on parle de ce type de formation, on pourra revenir aussi à cette adéquation besoin des entreprises et niveau de compétences, parce que ça peut être décrié, c'est à double tranchant, mais on va en parler. Mais aujourd'hui, le niveau de compétences moyen, les profils qui sortent sont des cadres, ce sont des employés, ce sont des ouvriers qualifiés, sur quoi on est exactement? Alors simplement pour rappeler cette levée, c'est qu'au niveau vous parlez tout à l'heure des structures aujourd'hui émergentes. Ces structures aujourd'hui émergentes nous permettent, nous, de se projeter dans notre plan de développement. Ismaël a parlé tout à l'heure du plan d'accélération industrielle. Si j'annonce aujourd'hui des chiffres par rapport au contrat de performance qui vient d'être signé avec le ministère de l'Industrie et cette fédération-là, si je ne prends que le secteur de l'automobile aujourd'hui, 56 000 ont besoin de création d'emplois à l'horizon 2020. L'OFPPT capte quand même plus de 90% de l'offre de formation. D'accord. La même chose au niveau du textile habillement, la même chose au niveau des énergies renouvelables et la même chose sur l'association des poids lourds. Alors aujourd'hui, ce matching, je dirais, entre le besoin et l'offre, il est fait justement sur la base des études, des contrats de performance, mais aussi sur les référentiels emploi-métier qui nous permettent justement de s'approcher dans un langage commun de la compétence avec les professionnels et de bâtir des programmes de formation qui sont concertés avec les professionnels, je dirais, depuis la définition du besoin jusqu'aux mesures post-formation et insertion au niveau du marché du travail. Aujourd'hui, ce que nous avons à faire, c'est justement d'améliorer
cette image de la formation professionnelle qui, par le monde sur des pays, je dirais, industrialisés, capte plus de 60% en Allemagne et 80% en Suisse, faire en sorte qu'aujourd'hui, ce soit une vocation du jeune et non pas une école de deuxième chance. C'est aujourd'hui ce message-là que nous devons travailler ensemble et je dirais que ça ressort, je dirais, de façon très importante au niveau de la réforme de l'éducation et de la formation, surtout dans le volet leadership et introduction de tous les partenaires socio-économiques pour l'amélioration de cette image de la formation professionnelle dont a connu la consécration de par les deux discours de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste comme étant une voie de salut efficace et efficiente pour une insertion ou favorisant une insertion socio-professionnelle. Où est-ce que le bas blesse aujourd'hui? Justement, tout à l'heure, quand on avait parlé du taux d'insertion, donc on a bien dit que nous avons des filières qui arrivent à insérer 100% de leurs lauréats. Mais il y a aussi également d'autres filières qui n'arrivent pas, qui peinent à atteindre ce chiffre de 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des filières qu'il va falloir développer davantage, qui sont là, mais il y a une demande, donc il va falloir, en termes de quantité, développer davantage. Il y a celles qu'il va falloir peut-être réorienter, revoir, revisiter. Mais il y a celles qui ne sont pas encore ouvertes et qu'il va falloir ouvrir pour anticiper sur le développement des métiers et des technologies et tout ça. Donc en l'occurrence les énergies renouvelables par exemple, c'est tout le futur devant nous. Donc il va falloir se préparer et donc mettre en place des compétences pour accompagner la stratégie de développement économique. Alors le bas blesse aussi. Je vous donne la parole. Je vous en prie, tâche ensuite. Le bas blesse aussi, vous l'avez dit aujourd'hui, c'est au niveau, je dirais, de par je dirais, l'étude qui a été faite par l'OFPT dernièrement sur un échantillon de jeunes et qui a ressorti, bon, bien sûr, des axes de réussite aujourd'hui qu'on mettra à l'actif de la dynamique actuelle, mais aussi des axes de progrès, notamment en matière de communication et de soft skills. Aujourd'hui, nos jeunes ne savent pas se vendre de par, je dirais, leur formation, je dirais, académique de base, mais aujourd'hui, nous sommes amenés à développer justement ce comportemental, cette communication, cette façon d'approcher l'entreprise. Bien que nous avons des modules aujourd'hui qui sont là, nous sommes avec les professionnels dont je viens de parler tout à l'heure en train de mettre en place un plan d'action pour capitaliser sur les soft skills de manière à approcher la culture de l'entreprise et s'introduire au niveau c'est un point qui est quand même central et qui demande, on va dire, de la transversalité entre le ministère de l'Éducation et le OFPPT. En fait, j'allais revenir aussi sur les objectifs de la formation professionnelle. Là, on était concentré surtout sur l'accompagnement des stratégies sectorielles et donc répondre à la compétitivité de l'entreprise. Mais il ne faut pas oublier que notre objectif aussi, c'est, comme j'ai dit, améliorer l'employabilité des jeunes. Et donc, parallèlement à toutes ces formations qui sont techniques, il y a d'autres formations qui se donnent aux jeunes, qui sont dispensés aux jeunes, c'est surtout pour améliorer l'auto-emploi aussi. Parce que quand on parle de tout ce qui est coiffure, parce que si on continue à faire des formations qui correspondent exactement à une case, est-ce qu'on risque pas finalement de passer justement, on est en mal d'innovation, on est en mal de création, d'entreprise, etc. Est-ce que finalement c'est pas un danger ça aussi, de s'axer sur cette équation? Justement, et on n'est pas axé uniquement sur l'accompagnement des stratégies sectorielles. Et ça c'est une entrée de jeu parce que il faut effectivement assurer une meilleure adéquation des formations aux besoins de l'économie pour une meilleure compétitivité, mais aussi pour l'attractivité du Maroc au niveau de l'offre globale en matière d'investissement. Mais aussi, il faut donner à tous les jeunes la possibilité de pouvoir même passer à l'auto-emploi, à la création de leur propre emploi, donc à la création d'entreprises. Monsieur Tache, il a parlé des études d'insertion. Effectivement, aussi le ministère il mène des études de suivi de l'insertion des jeunes 9 mois après l'obtention de diplôme, tout secteur de formation confondu, mais aussi des études sur le cheminement professionnel des jeunes 3 années après l'obtention du diplôme. Ça veut dire qu'on examine quel était le cheminement professionnel des jeunes sur le marché de l'emploi, le comportement. Est-ce qu'il est inséré, est-ce qu'il n'est pas inséré? Voilà, on les suit après pour savoir est-ce qu'il y a une adéquation. On peut parler d'insertion si un an après ils n'ont plus de boulot. Voilà. Est-ce qu'il y a une adéquation formation-emploi? Est-ce qu'ils sont insérés dans les secteurs pour lesquels ils étaient formés? Est-ce qu'ils ont besoin de formation complémentaire au niveau du marché pour pouvoir améliorer leur employabilité? Donc il y a plusieurs indicateurs qui ressortent de ces études de suivi de l'insertion et du cheminement
cheminement professionnel des jeunes. D'ailleurs, le taux d'insertion, il dépasse les 75% après 3 ans. Et donc, on constate qu'il y a une amélioration de plus en plus des jeunes sur le marché de l'emploi. Donc, les stratégies sectorielles, c'est une porte d'entrée pour nous, pour pouvoir accompagner, comme j'ai dit, l'offre compétitivité et l'attractivité du Maroc. Mais il y a d'autres secteurs sur lesquels il y a des formations, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a plusieurs opérateurs de formation. Il y a le secteur des pêches maritimes, il y a l'agriculture, il y a la stratégie Maroc Vert, il y a l'artisanat, mais il y a d'autres ministères qui sont à connotation sociale, notamment jeunesse et sport, qui fait aussi des formations sur tout ce qui est coupe-couture, broderie, les métiers du service, électricité, électricité bâtiment, réparation auto. Et donc il y a plusieurs opérateurs de formation et des offres des formations qui sont diversifiées en fonction du besoin de l'individu. Vous avez parlé, quel est le problème actuellement? Alors le problème, non mais justement ça, vous nous permettez d'en parler parce que c'est un point central et à chaque fois qu'on parle d'éducation, c'est un point sur lequel on met. Et de toute façon, la connexion entre l'éducation et ensuite la formation professionnelle ou le marché du travail, on a deux problèmes, vous l'avez dit, soft skills, c'est-à-dire la manière de se comporter, de se vendre, et la langue. J'avais sur ce plateau, il y a quelques semaines, le directeur de la NAPEC qui nous disait que dans la majeure partie, le plus gros problème qu'il rencontrait, c'était que sur les offres d'emploi qu'il voulait attribuer, le plus gros problème, c'était la langue. Alors, soit la non-maîtrise du français ou la non-maîtrise de l'anglais d'une langue étrangère. Il y a plusieurs compétences clés qui sont mais de base, les compétences de base aujourd'hui. Voilà, c'est les langues, c'est l'esprit d'initiative chez les jeunes. Au-delà de ça, imaginons, il y a le caractère que tout le monde peut développer. Mais aujourd'hui, la langue, est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est pris en compte aujourd'hui même? On va en parler de cette réforme, mais est-ce que c'est aujourd'hui un point central? La maîtrise des langues, que ça soit l'arabe, le français et les langues étrangères, que ce soit l'anglais, l'espagnol, pour pouvoir répondre à certaines... Tout à fait. Si je me permets, au niveau de ce point-là, d'abord, je reviens sur la création d'entreprises et l'auto-emploi. L'Office de la formation professionnelle a lancé depuis 2007 un programme de formation à la création d'emplois. Et ce programme aujourd'hui, qui forme le jeune depuis la création d'idées d'entreprise jusqu'à la création et l'accompagnement post-création, en passant par le développement du plan marketing, du plan technique et du plan financier, donc de la création d'entreprises. Aujourd'hui, ce programme a permis de créer à date plus de 6 000 entreprises et 12 000 personnes formées. Et les créateurs de ces entreprises sont à plus de 62% des jeunes de l'OFPPT. Ils vont en entreprise ou ils profitent aujourd'hui du statut d'auto-entrepreneur? Justement, ils ont ce statut des SARL et des statuts d'auto-entrepreneur. Ils créent leur propre structure de production ou de service. Alors par rapport à la communication, oui, pour moi c'est un freinage au développement, à l'intégration d'abord, je dirais à l'entretien même d'un concours de sélectivité. Par la suite, au niveau de l'intégration, au niveau de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, si je ne prends que l'assiette globale de la formation professionnelle au niveau de l'OFPPT, c'est plus de 67% entre techniciens et techniciens spécialisés, donc des gens qui sont amenés à commander, à superviser des opérateurs en production essentiellement. Ces gens-là, ils ont à communiquer. Et je ne parle même pas des métiers de service où la communication est le numéro 1 pour communiquer avec le client et être en relation clientèle. Donc aujourd'hui, c'est un frein de développement. Mais aujourd'hui, un candidat, il lui faut quoi? Il lui faut la maîtrise de la langue. L'arabe, on est bien d'accord. Le français? Aujourd'hui, on l'a bien vu avec la NAPEC, le français, et de plus en plus d'anglais. Et de plus en plus d'anglais, et tout à fait. Donc, et ça, là-dessus, on n'est pas bon. Et là, on doit performer. L'Office a fait beaucoup d'efforts en intégrant même des modules de communication technique et même des cours de français pour rattraper ces lacunes-là. Mais aujourd'hui, c'est encore posé sur la table. Mais tout à l'heure, quand on disait l'adéquation avec le marché de l'emploi, évidemment, on parlait surtout sur l'aspect technique, c'est-à-dire le métier proprement dit. Mais il y a tout un ensemble de compétences dont si un ingénieur bac plus 5, aussi bon soit-il, qui n'est pas capable de communiquer avec un autre ingénieur, etc., il y a un problème. Donc voilà, tout à l'heure on parlait de l'aspect professionnel, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'essentiel, d'ailleurs les entreprises et les recruteurs n'arrêtent pas de nous le répéter, c'est de former un bon citoyen, c'est-à-dire il est capable de communiquer de manière avec aisance, au moins en 2 langues. Il faut qu'il maîtrise les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il faut qu'il ait la capacité de travailler en groupe et
la capacité de programmer, de planifier, la capacité d'anticiper sur les problèmes. Donc il y a pas mal de compétences qu'on note sous l'intitulé les soft skills que nous sommes en train de développer. Il y a aussi l'aspect d'auto-formation que nous sommes en train de développer à l'OFPPT évidemment, mais aussi à l'éducation nationale. C'est ce qu'on appelle l'éducation à l'esprit d'initiative et la culture entrepreneuriale. Nous avons à peu près... Mais est-ce que ça, je pose la question, est-ce que ça arrive à ce stade-là? Est-ce que c'est suffisamment... je reprends mon idée. Tout le cursus d'un élève dans l'éducation nationale, est-ce qu'il, d'après vous, vous qui êtes au sein de l'éducation nationale, déjà dans son ensemble, est-ce qu'il favorise l'esprit d'initiative, l'esprit de créativité et la maîtrise des langues? Je veux dire, j'imagine au niveau de la formation professionnelle, on arrive avec des candidats qui ont besoin de beaucoup de formation à ce niveau-là, s'il y a un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une réelle réflexion? On va le voir au niveau de la réforme. Est-ce que c'est pris dans la réforme pour qu'à un moment, on se dise, c'est pas... arriver sur le marché du travail ou juste avant le marché du travail qu'il va falloir leur apprendre à comment se comporter, comment parler, comment communiquer. Le citoyen, c'est depuis la naissance, c'est pas à partir de 19-20 ans. Alors, si vous permettez par rapport à cette question, déjà par rapport à la formation professionnelle, il faut préciser qu'il y a plusieurs niveaux de formation professionnelle. Il y a en fait 4 niveaux de formation diplômante. C'est le technicien spécialisé qui est ouvert au baccalauréat plus 2 années de formation. Le technicien pour les niveaux bac. Il y a la qualification qui est ouverte aux gens qui ont la 9e année fondamentale et la spécialisation pour les jeunes qui ont la 6e année fondamentale. Donc il y a différents... Les formations qualifiantes. Voilà, en plus des formations qualifiantes. Et il y a aussi le certificat d'apprentissage qui est ouvert aux jeunes qui ont un minimum de lecture, de connaissances en termes de lecture et d'écriture. Donc quand on parle de tout ce qui est soft skills, c'est aussi, il faut répartir cette problématique de soft skills par rapport à ces niveaux de formation. C'est vrai que c'est une question intégrée du moment où nous, on se situe entre 2 systèmes, c'est l'éducation nationale et donc on récupère les gens de l'éducation nationale, mais en bonne partie aussi au niveau technicien et technicien spécialisé, des gens qui ont même des licences et qui se rabattent sur la formation professionnelle pour avoir une qualification technique. Et donc, et aussi, il y a une continuité par rapport à l'enseignement supérieur. Actuellement, les passerelles sont limitées et tout ça, il fait que le grand public a une vision sur la formation professionnelle qui est ce qui est aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je laisserai peut-être mon collègue parler de tout ce qui est réforme au niveau de l'éducation nationale, mais c'est la raison pour laquelle, éducation nationale, formation professionnelle, on a ouvert des chantiers qui permettront aux 2 systèmes une meilleure coordination et donc c'est la création de tout ce qui est parcours professionnel. C'est une question pour la valorisation de la voie professionnelle. Et donc un parcours collégial au niveau du collège et le baccalauréat professionnel qui a été d'ailleurs plusieurs fois pour lequel on a passé des messages et qui se passe à la fois au niveau de l'éducation nationale et au niveau de la formation professionnelle qui permettrait à ces 2 systèmes et des établissements de l'enseignement général et des établissements de formation professionnelle dans le cadre d'un réseau avec de communiquer mais aussi avec des professionnels parce qu'il y a 25% de stages qui se passent en entreprise. Et donc, avant même d'avoir le diplôme, il y a une communication entre ces 3 systèmes pour qu'on puisse produire quelqu'un qui répond à la fois aux exigences des entreprises, parce qu'il y a des profils qui sont déterminés au préalable, mais aussi qui soit capable, comme on l'a dit tout à l'heure, de s'intégrer facilement dans la vie active. Mais excusez-moi de revenir là-dessus, mais sur l'amont, quand on voit tout ce débat autour de l'utilisation de la langue française, sur remettre la langue française sur les matières scientifiques, on voit bien qu'il y a une espèce, encore une fois, de résistance totale. Est-ce que finalement tout ce système qui est mis en place, si on ne règle pas des problèmes fondamentaux, est-ce que ça va vraiment régler ce problème de soft skills, de manière d'être, de communiquer, de savoir se vendre, de pouvoir, tout simplement avoir un ascenseur beaucoup plus rapide au sein de l'entreprise? Parce que finalement, il n'y a pas des problèmes fondamentaux à régler. Alors, comme ça a été dit par mes collègues précédemment, cette intégration entre l'éducation nationale et la formation professionnelle, elle a comme visée justement de rapprocher les 2 mondes et d'avoir un référentiel de compétences commun. D'autant, je dirais, que par rapport aux professionnels, aujourd'hui, nous sommes en train de développer des référentiels emploi, métier, compétences qui nous permettent de parler la compétence avec les industriels. Aujourd'hui, nous sommes amenés
à mettre en place des référentiels compétences avec des prérequis avec le ministère de l'Éducation nationale. Oui, c'est prérequis, si aujourd'hui des systèmes tels que le système PISA, pour ne pas le citer, calibrent justement le outgoing en termes de compétences et en termes d'éducation et de savoir, nous devons justement mettre ces prérequis, les travailler en commun avec l'éducation nationale pour qu'on puisse parler le même langage et attendre. C'est parmi Parce les que ça a mesures. l'air dur là, de se mettre d'accord sur. C'est ce qu'on est en train de mettre en place, de par ce que a dit ma collègue tout à l'heure en termes de parcours professionnel collégial, en termes de baccalauréat professionnel ou encore en termes de passerelle entre l'éducation nationale, la formation professionnelle et le ministère de l'Éducation supérieure. Alors, on va voir quel est le contenu de cette réforme, bien sûr, maintenant qu'on a fait, le diagnostic devrait être un peu plus détaillé, mais on va voir quel est le contenu de cette réforme. On fait une petite pause, on revient juste après. Quelle réforme pour la formation professionnelle? Et pendant les pauses, c'est vrai que les débats continuent, notamment sur la langue. Mais ça nécessite une émission en soi, pour vraiment en parler d'un, et même plusieurs, pour voir de quelle manière sortir de l'idéologie pour pouvoir aller vers le pragmatisme de l'utilisation de la langue. Et on le voit bien que c'est un frein, encore une fois, au niveau de la formation professionnelle. Alors, ceci étant dit, est-ce qu'on peut avoir les principales lignes de cette réforme aujourd'hui? Ceci étant posé, que contient cette réforme? D'accord. Alors, pour commencer, la réforme sur le système de la formation professionnelle, il s'inscrit dans la vision globale stratégique du Conseil supérieur de l'enseignement et de la recherche scientifique, qui est à l'horizon 2015-2030. Donc, il fait partie des 23 mesures prioritaires qui ont été dictées par le Conseil. Et au niveau de la formation professionnelle, plusieurs objectifs qui sont visés au niveau de cette stratégie, c'est garantir le droit à la formation à tous les individus pour être en conformité avec la constitution du pays. C'est améliorer la compétitivité, comme j'ai dit, de l'entreprise. C'est maximiser l'insertion professionnelle des jeunes. C'est les objectifs. Alors, c'est quoi cette réforme? Voilà. Avant de parler de réforme, il y a forcément un diagnostic qui a été établi. Il y a beaucoup d'acquis au niveau du système de la formation professionnelle, notamment la diversification des modes de formation, la diversification, comme j'ai dit, des modes même de gestion de la formation. Mais il y a des freins qui restent, notamment en matière... Finalement, en quantité, on est bon. Voilà. Mais, on est plutôt bon. Il y a un plan pour augmenter l'offre de formation, c'est normal, on accompagne le développement. J'allais parler du défi de la qualité, parce qu'il faut améliorer d'une manière sans cesse la qualité de la formation, mais aussi adapter la formation à ce changement perpétuel et besoin, que ce soit des individus, parce que même l'individu, il évolue et ses besoins, il évolue dans la société, mais aussi il y a tous les secteurs qui évoluent et l'économie qui évolue, et pour laquelle il faudra être en perpétuel changement et à l'écoute de cette industrie. Et donc, la vision stratégique, il y a 3 paliers importants. C'est accompagner le citoyen pour une meilleure employabilité, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, il y a des axes qui sont là pour accompagner au niveau de la réforme. C'est tout ce qui est offre étendue et inclusive. Et quand on parle de l'offre étendue, c'est vrai que c'est en matière qualitative, mais aussi en matière de partenariat avec le secteur privé. C'est l'ouverture sur de nouvelles populations cibles, parce qu'il y a des populations actuellement qui ne sont pas touchées en formation professionnelle. Quand on parle, par exemple, de la formation continue à l'initiative du salarié, là, c'est pas encore... Oui, ça, on va en parler, de la formation continue au sein des entreprises. Et donc, c'est à l'initiative actuellement des entreprises. Il y a les ex-détenus qui ne sont pas touchés par la formation professionnelle. Il y a les handicapés qui sont touchés, mais d'une manière qui est très limitée, notamment aussi les détenus. Il y a énormément de populations qui restent en marge de la formation professionnelle et pour lesquelles les handicapés ne sont pas admis au niveau de la formation professionnelle. Ils sont admis, mais l'offre actuellement, elle est limitée. Voilà, elle est limitée parce qu'il faudra... Tout comme au sein de l'Éducation nationale, on a fait une émission sur le sujet il y a quelques jours. Il y a une offre qui est développée aussi bien au niveau avec les opérateurs de formation qu'avec les associations, mais il reste limité. Et donc, l'objectif, c'est aussi de s'ouvrir sur ces populations. Il y a aussi toute la partie des jeunes qui sont déscolarisés et qui restent actuellement en marche, parce qu'il y a une capacité, qu'on le veuille ou non, il y a une capacité limitée au niveau du système de la formation professionnelle. Et il y a une population qui est déscolarisée. D'ailleurs, la mise en place de ces parcours professionnels, c'était justement parmi les objectifs, c'est aussi de limiter un peu les déperditions scolaires. Alors, au niveau de l'OFPPT, on y reviendra, mais au niveau de l'OFPPT... Ça, c'est juste un axe sur lequel on va parler. Il y a d'autres axes. On va juste avoir avec d'autres tâches. Au niveau de l'OFPPT, dans cette réforme, vous accompagnez bien sûr cette réforme. De quelle manière? On a bien vu en termes
quantitative. Il y a des plans pour augmenter le nombre de places, pour passer à 501 places pédagogiques, 365 établissements. Il y a des établissements qui sont prévus en termes d'ouverture. Tout à fait. Donc, la stratégie de l'Office de la formation professionnelle qui a été présentée à Sa Majesté le Roi du 6 en octobre dernier, c'est une vision. C'est des soubassements, c'est une finalité, il a des finalités, il a des objectifs globaux et des objectifs opérationnels. Donc je ne reviens pas sur je dirais, le soubassement, qui sont la consécration de la formation, comme j'ai dit tout à l'heure, comme parcours efficient et efficace, favorisant l'insertion et l'employabilité des jeunes, ou l'accompagnement des dynamiques sectorielles dont on a parlé tantôt. Donc là, je dirais que c'est le soubassement. Notre vision, c'est d'accompagner et donner de l'accessibilité aux jeunes à la formation au niveau du Maroc et ceci explique notre développement important qu'a connu l'Office durant les dernières années, de nature à accompagner les nombreux chantiers structurants, mais aussi donner aux gens la compétence pour les Marocains, mais aussi pour nos amis africains, puisque nous sommes aussi en intervention au niveau de l'Afrique. Donc je dirais... Je vous interromps, petite question, je pense comme ça. Au niveau des provinces du Sud, est-ce que justement, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits? Tout à fait. Est-ce que là aussi, il y a une stratégie particulière au niveau de la formation professionnelle dans ces provinces? Aujourd'hui, toutes nos régions qui sont au nombre de 11, mais qui coiffent les 12 régions administratives, ont un plan d'action au niveau région centrale. Et aujourd'hui, toutes ces régions sont un pas de progrès pratiquement de 2 chiffres chaque année pour répondre justement aux nombreux chantiers structurants. Des établissements ont été créés et d'autres sont en perspective de création. Donc une vision, des soubassements, dont je dirais le but ultime est d'accompagner la compétitivité des entreprises, le développement humain, notamment celui de nos jeunes et qui constitue notre principale richesse, des finalités qui sont en arrimage avec la stratégie de l'éducation et de la formation à l'horizon 2030. Je ne reviens pas sur l'accès à la formation initiale et continue avec une offre développée et diversifiée. En partenariat avec les professionnels, l'amélioration de la compétitivité des entreprises, l'amélioration de la qualité de la formation avec l'implication des professionnels de la définition du cursus de formation jusqu'à les mesures d'insertion, l'intégration avec les... Comment on améliore la qualité? Parce que tout le temps, ça peut être des vœux pieux, hein, chaque fois, tous ces objectifs génériques, excusez-moi, mais comment on améliore la qualité aujourd'hui? Si je vais appuyer sur le bouton, comment j'améliore la qualité? Et surtout le fine-tuning, encore une fois, puisqu'on est encore en train de parler d'adéquation entre les besoins et les formations. On décide d'augmenter la qualité, c'est quoi? On va embaucher, on va former, on va importer des compétences pour le faire? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la qualité. Je pense que, si vous me permettez, par rapport déjà à la réforme qu'on est en train de mettre en place, il faut peut-être rappeler que elle émane évidemment de quelques, des directives royales, des discours royaux à l'occasion de la célébration de la journée de la révolution du roi et du peuple, à l'occasion de 2012, à l'occasion de également 2013. Mais surtout le discours d'ouverture de la session parlementaire d'octobre 2014, où les ministères concernés, les départements concernés ont été appelés à mettre en œuvre de manière urgente, répondre à quelques dysfonctionnements et problématiques majeures, et en même temps appeler le Conseil supérieur d'élaborer une feuille de route. Et donc, bien sûr, tout ça a eu lieu en se basant sur les acquis, en se basant sur les rapports qui ont été élaborés par des instances dédiées. Et de là, on a deux manières de faire. On a déjà les mesures prioritaires au niveau, par exemple, de l'éducation nationale, qui reprennent un peu ce dont vous avez parlé tout à l'heure, par exemple le problème de langue, le problème des apprentissages fondamentaux au niveau des 4 premières années, c'est essentiel. Toutes les soft skills dont on a parlé tout à l'heure, donc elles vont avoir lieu à ce niveau-là, à cette mesure prioritaire. Il y a également une autre mesure prioritaire qui apprenne à l'élève dès le plus jeune âge d'avoir des informations sur les métiers et se préparer justement pour entreprendre un parcours collégial professionnel, c'est une première, et après des parcours aussi professionnels au niveau du baccalauréat professionnel. Donc
ça, ce sont les mesures prioritaires, mais il y a aussi la vision qui s'organise autour de 4 grands domaines. Le premier domaine, c'est l'offre scolaire. Et là, en rapport avec la formation professionnelle, qui est le sujet de notre émission, c'est justement, vous avez dit tout à l'heure en termes de quantité, on peut dire que c'est acceptable. Non, il y a encore des efforts à faire parce qu'il n'y a pas une équité. Des objectifs qui sont... Voilà, parce qu'il n'y a pas une équité par rapport au rural, il n'y a pas un équilibrage au niveau des régions, il y a aussi par rapport à... En termes de couverture sur le territoire. Il y a aussi un effort à faire au niveau de l'équilibrage en matière de secteur, une réponse idoine par rapport aux besoins de chaque secteur. Donc ça, c'est l'offre. Il y a un deuxième domaine qui est plus important, et celui que vous avez abordé tout à l'heure, c'est l'aspect qualité. Donc qualité pour tous, évidemment. Et là, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Je crois que c'est le centre, c'est l'essentiel, la quintessence, à mon avis, de toute cette vision stratégique. Et il y a le troisième domaine qui est la promotion, ça aussi c'est important, c'est la promotion de l'individu et de la société. Et donc là, nous sommes obligés d'assurer à l'individu une insertion et un apprentissage tout au long de la vie. Alors quand on a parlé de quelques compétences qui vont lui permettre d'auto-évoluer et d'évoluer en fonction de l'évolution des métiers, des technologies et tout ça. Donc l'aspect langue, l'aspect technologie de l'information et de la communication, l'aspect savoir résoudre les problèmes, l'aspect critique constructif évidemment. Tout ça, ce sont des apprentissages, ce sont des compétences qu'il va falloir développer et qui lui permettront justement d'évoluer avec aisance. Et le quatrième et le dernier, qui n'est pas l'un des moins importants, c'est la gouvernance. Parce qu'il y a beaucoup de départements, il y a beaucoup de stratégies sectorielles notamment, et il y a une planification qui doit se faire dans le temps, mais aussi par rapport à la région. Parce que nous avons également un élément de contexte qui est extrêmement important et qu'il va falloir prendre en considération, c'est la régionalisation avancée. Donc aujourd'hui, les régions doivent développer des plans intégral, c'est-à-dire qui prennent en considération les besoins des uns et des autres, c'est au niveau de la région, y compris l'aspect éducation, l'aspect formation professionnelle. Alors, par rapport à ce point de l'amélioration de la qualité, c'est vrai qu'au niveau de la stratégie de la formation professionnelle, il y a tout un projet stratégique sur l'amélioration de la qualité, mais la qualité, il doit être intégré au niveau comme j'ai dit tout à l'heure, de tout le processus d'ingénierie de formation. D'abord en matière d'identification des besoins et d'accompagnement des besoins de l'économie, et donc d'assurer une veille sur les besoins à la fois actuels et les besoins futurs pour accompagner le développement du pays. Il y a aussi toute la partie ingénierie, parce que qui dit qualité dit aussi programme de formation. C'est mettre l'apprenant au centre de ce système de formation. On a parlé qu'au niveau de la stratégie, on parle de l'individu, améliorer toutes les compétences au niveau de l'individu, et ça c'est au niveau des soft skills. Donc c'est l'apprenant, il faut lui prendre en considération qu'en quoi il est au centre de cette... Mais il faut combien de temps pour ça? Voilà. Je pose la question. Mais c'est des choses, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place. Il y a des chantiers qui ont déjà démarré et d'autres qui sont en cours de démarrage. Par rapport, il y a aussi tout ce qui est dispositif de formation des formateurs. Excusez-moi, est-ce qu'il y aura un modèle marocain? Est-ce qu'on est en train de faire quelque chose de pragmatique ou est-ce qu'on est en train de dupliquer des choses qui peuvent fonctionner à l'étranger mais qui ne sont pas adaptées ici au Maroc? Alors, pour parler d'un modèle marocain, qui dit modèle marocain, parce qu'on connaît nos problèmes, on connaît nos tares. Donc il n'y a pas mieux que nous pour essayer de créer un modèle. Justement. Comment créer un modèle marocain? C'est que ce modèle ne sont pas créés par une seule partie qui est le ministère. C'est que toutes les parties prenantes soient intégrées et impliquées au niveau de ce processus de réforme. Et effectivement, au niveau de l'élaboration de la stratégie, il y a eu plusieurs comités thématiques qui ont été élaborés pour débattre justement thématique par thématique au niveau de tout ce qui est réforme du système de la formation professionnelle. Mais il y a un comité stratégique qui englobe aussi bien les partenaires sociaux, les entreprises, les associations, tous les opérateurs qui sont impliqués, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a une diversité d'opérateurs au niveau du système de la formation professionnelle, et il fallait réunir tous ces opérateurs parce que c'est une stratégie nationale, une stratégie de tout le monde et qui sera redevable pour tout le monde. Donc, pour continuer sur l'aspect qualité, effectivement, c'est des modèles par rapport à tout ça. Et il y a tout ce qui est amélioration de la formation au sein des entreprises, parce que finalement, une bonne partie de notre objectif, c'est former pour l'insertion de ces jeunes, et donc c'est l'implication de l'entreprise et améliorer davantage le système de formation. Parce que c'est un point important. Je voulais vous faire réagir par rapport à ce que, justement, au modèle. Oui, par rapport au modèle. Aujourd'hui, si on définit la qualité, c'est quoi la qualité? La qualité, c'est quoi? On va voir sortant à la sortie de la formation ou
c'est quoi? Comment on va évaluer? Vous avez dit il y a des études après. On va avoir 3 ans, 4 ans après, l'évolution de cet individu après dans sa vie professionnelle. Si aujourd'hui on définit la qualité comme étant l'aptitude d'un produit ou d'un service à répondre aux exigences clients. Je dirais d'abord qu'il faudrait... ça c'est un produit ou service. Après, là, on parle d'individus qui vont être sur le marché du travail. Mais le processus de formation, je ne suis pas en train de ramener le lauréat à un produit, mais en tout cas en termes de process, aujourd'hui, il faut d'abord qu'on mette en place, comme je disais tout à l'heure, des mécanismes d'observation des emplois et des compétences. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'observatoire qui nous permet de se projeter pour définir de façon qualitative et quantitative. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des référentiels emploi, métier, compétences qui sont nécessaires justement pour définir le cahier de charge. Je dois former quoi, selon quelle exigence, selon quels critères qualitatifs. Donc je dirais déjà, ce travail-là en amont doit se faire et doit servir de base de dialogue et de concertation à tous les niveaux. La qualité de ce fait, aujourd'hui, je dirais qu'il y a un certain nombre de têtes de chapitre. Ça a été dit tout à l'heure, une ingénierie concertée avec les professionnels de par la définition du référentiel emploi, métier, compétences, les programmes de formation, les référentiels de certification et tout le process, donc je dirais, depuis la définition du produit jusqu'à l'insertion au niveau du monde professionnel. Il y a le temps d'intégration des acquis. Vous avez parlé de la stratégie. L'Office, dans sa stratégie à l'horizon 2020, aujourd'hui, il est à quelque chose comme 27% de la formation alternée au niveau des entreprises, qui a fait ses preuves de par le monde et qui doit être généralisée. Notre objectif à l'horizon 2020, c'est d'avoir au moins 50% du niveau technicien et technicien spécialisé qui est dans cette logique. Vous avez parlé de formation alternée qui responsabilise aussi les acteurs, parce que la qualité, c'est une affaire de tous les intervenants. Je reprends le 4e pavé de la réforme de la vision donc, de 2030, où il y a donc cette logique de leadership. Vous avez parlé de modèle. Aujourd'hui, l'OFPT, l'Office de la formation professionnelle, dans le cadre d'un projet de jumelage, a monté ce qu'on appelle un référentiel qualité. Et donc ce référentiel qualité doit être généralisé, doit constituer la base de dialogue, parce qu'à chaque étape du processus, il met, je dirais, la gate pour justement définir quels sont les critères qualitatifs sur lesquels on doit se positionner. Donc globalement, intégration des acquis, ingénierie pédagogique, concertée avec les professionnels, des référentiels emploi, métier, compétences et des observatoires qui nous permettent de se projeter. Alors l'entreprise, on a bien parlé de l'entreprise, du rôle de l'entreprise dans le cadre de la formation continue. Alors on a l'impression que quand on parle de formation continue, déjà, est-ce qu'elle joue le jeu ? 2, est-ce qu'elles sont suffisamment incitées pour le faire? Et 3, on n'est pas en train de parler que des grandes entreprises et des grands groupes internationaux qui ont leurs filiales, que ce soit dans l'aéronautique, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans l'offshoring, et tous ces métiers qui sont la vitrine du Maroc aujourd'hui. Le tissu marocain, il est essentiellement constitué de PME. Est-ce qu'on va faire jouer la PME là-dedans en termes de formation continue? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des entreprises suffisamment citoyennes? Est-ce qu'on a des PME suffisamment citoyennes pour se dire, eh ben tiens, on va accompagner, on va aider, on va accorder du temps pour former à beaucoup de métiers des candidats? Alors, par rapport à la formation continue, comme j'ai dit tout à l'heure, actuellement, la formation elle est faite à l'initiative du salarié. Donc c'est le salarié qui va demander... À l'initiative de l'entreprise, voilà. Actuellement. Et donc, effectivement... Alors, si l'entreprise dit, moi, j'ai pas besoin de former, il n'y a rien qui l'oblige. Et pour comprendre actuellement comment il est régi. Il y a le décret sur la taxe de la formation professionnelle qui réserve une partie de cette taxe pour le financement de la formation continue. Mais il y a des manuels de procédure qui permettent de gérer ce dispositif. Il y a un manuel de procédure pour tout ce qui est groupement interprofessionnel d'aide au conseil pour les entreprises, pour les aider à faire des études d'analyse stratégique et l'ingénierie de formation. Ma première question, est-ce que les entreprises aujourd'hui jouent le jeu? Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a des groupements avec les entreprises. Il y a aussi tout ce qui est mécanisme des contrats spéciaux de formation, et qui a posé un problème à un certain moment. Et donc il fallait travailler d'abord, pour justement que les entreprises jouent le jeu, il fallait travailler sur les manuels de procédure de mise en place de ces formations, les assouplir pour pouvoir accompagner les entreprises. Effectivement, avec tout ce dispositif, actuellement, les PME, PMI ne sont pas très impliqués au niveau de ce processus, et c'est toute la réforme qui est actuellement qui est en cours pour mettre en place une loi sur la formation continue. Et l'avantage, le premier avantage de cette loi, c'est de s'ouvrir davantage sur les PME, PMI et d'adapter tout ce processus pour permettre l'attractivité de ces entreprises au sein de mettre en place des formations pour les... Est-ce que les grandes entreprises jouent le jeu? On en parlait
parlé des PME, PMI, mais est-ce que les grandes entreprises jouent le jeu déjà? Les grandes entreprises jouent le jeu, ils sont structurés, c'est-à-dire il faut le faire. Et vous l'avez bien dit, aujourd'hui, le tissu économique marocain, c'est à 90% et plus PME, PMI. Aujourd'hui, il faut les aider. Il faut les aider, ne serait-ce que sur la définition des besoins. Aujourd'hui, la majorité des PME, PMI, ça se réserve à 3, 4, 5 personnes. Et elles ont besoin de profils bien particuliers, beaucoup plus polyvalents, qui ont besoin de soft skills. Tout à fait. Et dans ces entreprises, malheureusement, ce qui fait aussi carence, c'est la gestion des ressources humaines. On n'a pas de DRH, de directeur des ressources humaines ou de responsable de formation. Donc aujourd'hui, concrètement, comme vous l'avez dit, il faut leur simplifier la tâche, les aider, je dirais, par un plan d'action ou un plan de formation sur lequel on connaît quelles sont les perspectives de développement, de par justement la taille des grandes entreprises qui font travailler ces petites entreprises. On sait quelles sont les exigences du marché de l'emploi en termes de compétences et en termes d'efficacité et d'efficience et de rendement au poste. Aujourd'hui, on doit leur monter un plan de formation sur mesure et les inviter à bénéficier de ces formations au lieu de les inscrire comme les grandes entreprises dans cette ossature qui aujourd'hui ne leur permet pas de bénéficier de par, je dirais, leur capacité à financer les actions de formation. Il faut, au lieu d'être sur le carcan global qui s'adresse à toutes les grandes entreprises, faire quelque chose de spécifique et c'est ce que nous allons faire, Inch'Allah, dans notre stratégie pour la formation au profit des PME PMI. Par rapport à la formation d'entreprise, elle est essentielle. Elle est essentielle, je veux dire, son accélération, elle est aussi essentielle. L'entreprise citoyenne aussi, c'est dans ce concept-là, on parle beaucoup de RSE, de responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise. Il y a des labels qui sont donnés par la CGEM aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça se compte sur les doigts de la main, mais il y a cette notion aujourd'hui qu'on peut faire jouer. Est-ce que l'accompagnement de la formation, pas seulement à des fins, on va dire, égoïste pour une entreprise qui va former pour son propre besoin, mais aussi de se dire que cet employé, ce salarié va pouvoir après développer sa carrière, créer une entreprise, pourquoi pas, et créer encore des emplois. Est-ce vous sentez que dans la mentalité, là je reviens un peu plus loin que le plan de la réforme, est-ce que dans la mentalité de l'entreprise, dans la mentalité ambiante, est-ce que vous sentez que la formation est au centre des préoccupations ou pas? À part les revendications de dire, moi j'ai besoin de tant d'ingénieurs qui soient formés, qui soient capables de faire fonctionner cette machine. Est-ce que vous sentez cette ambition? Oui, sur le plan politique, on va dire, sur le plan stratégique, dans les discours et tout ça, c'est vraiment très présent. Sauf que vous l'avez si bien dit, problème de mentalité, mais aussi problème de culture justement, et problème de capacité. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises ont des structures, sont suffisamment structurées pour pouvoir définir les besoins de leur cadre et aller chercher là où il va falloir les former. Je crois qu'ils ont besoin d'un encadrement de par les grandes entreprises qui sont suffisamment structurées et tout ça pour pouvoir assurer leur formation continue. Les gens sont conscients parce que dans les structures manufacturières, parfois le taux de rendement ne dépasse pas les 80%. Donc les gens sont conscients. Mais aujourd'hui, comment passer à l'autre vitesse? Comment être accompagné? C'est ce que les entreprises, les PME, PMI demandent justement aux structures, aux systèmes de formation. Et c'est ce que nous sommes amenés à faire justement pour les accompagner dans notre plan de stratégie. Alors voilà, par rapport à cette conscience des entreprises, effectivement ils sont conscients parce qu'ils sont demandeurs. C'est vrai qu'actuellement vous avez parlé de deux aspects. C'est l'entreprise qui n'est pas égoïste et donc qui s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Oui. Parce que comme on a dit, la formation continue, c'est à l'initiative à la fois de l'entreprise pour améliorer sa continuité, son rendement, sa productivité, mais aussi à l'initiative du salarié. C'est vrai qu'actuellement, ça se fait pas. Il y a certaines entreprises qui sont structurées et qui font vraiment un plan d'action planifié, une formation planifiée pour les ressources humaines, mais c'est surtout les structures qui intègrent cette question de gestion de ressources humaines au sein de leur entreprise. Voilà. Si au sein d'une entreprise, c'est tout le système de management qui doit être pensé. Si on dit à des gens, je vais vous former, donc ça veut dire que je veux vous fidéliser, ça veut dire qu'à un moment, je vais vous faire évoluer votre carrière, mais qu'il faut faire ça pour beaucoup d'autres salariés. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans cette mentalité au sein de l'entreprise? Déjà, quand on parle de structure, c'est surtout quand on est dans des grandes entreprises. Mais quand on est des petites entreprises, peut-être pas forcément des structures, mais au moins des fonctions ressources humaines. Quand il y a des fonctions ressources humaines au sein des petites et moyennes entreprises, c'est sûr que la conscience par rapport à ce système de formation continue, il devient de plus en plus ancré. Mais aussi, c'est un système qui devient, cette sensibilisation passe aussi par l'implication de l'entreprise au sein de la formation initiale.
initiale. Parce que s'il est impliqué aussi dans la formation initiale, s'il est impliqué aussi dans le processus, dans l'identification de besoins, cette question de l'importance et de la formation et l'importance du développement du capital humain, avec la pratique, il devient une réalité. Oui, mais après, il faut que ça suive au niveau salaire, il faut que ça suive au niveau évolution. Au niveau évolution, effectivement, il faut adapter tout le dispositif pour que ça soit attrayant pour la petite et moyenne entreprise. C'est vrai qu'actuellement, l'entreprise, il ne peut pas identifier par elle-même son propre besoin en termes de qualification, mais aussi recenser les besoins des salariés pour qu'ils puissent évoluer au sein de leur carrière. Et c'est tout le... Souvent, les petites entreprises identifient beaucoup mieux leurs besoins parce qu'ils sont, voilà, c'est pas de grandes structures, ils savent exactement ce dont ils ont besoin. Même les besoins, ils cherchent plutôt des profils qui sont plus polyvalents, parce que quand on parle des petites structures, ça veut dire que c'est des structures qui exigent des compétences qui sont transverses. Quelqu'un qui est polyvalent, qui peut évoluer d'un poste à un autre poste, qui peut faire à la fois la comptabilité, peut-être le recouvrement et d'autres tâches. Mais après, ça donne d'autres travailleurs. Avec les entreprises standardisées, on est plus dans la standardisation aussi des compétences et des métiers. C'est à la fois un problème de ressources humaines et en même temps un problème de disponibilité sur l'espace-temps. Parce que quand on est dans une PME-PMI, on est à la recherche de clientèle, on est à la recherche de rentabilité, on n'a pas forcément le temps de penser. Justement, d'où les facilitations qu'on doit pouvoir ou devoir accorder à ces entreprises pour être servies sur un plan de formation pour leur permettre de développer leur capital humain. Je voudrais, si vous me permettez, tout à l'heure, quand vous avez parlé de la qualité, je voudrais vous rappeler que dans la vision stratégique, il y a justement un levier qui concerne, c'est le levier 12, si je me rappelle bien, concernant la mise en place d'un nouveau modèle pédagogique et qui prendra justement en considération tous ces aspects qualité. Et en termes d'assurance qualité, qui doit revoir toutes les parties du process dans sa globalité. J'aimerais également dire que la mise en place actuellement du parcours collégial professionnel et du baccalauréat professionnel, il respecte plus ou moins ce qui est dans la norme, on va dire, ISO 9001 concernant les aspects qualité. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je rappelle qu'à l'OFPPT, il y a beaucoup d'établissements qui sont certifiés ISO. Donc, voilà. 8 et 4 RSE, responsabilité sociale et sociétale. Donc là, dans la mise en place de ces deux types de formations qualifiantes, professionnelles, justement, on part de la concertation déjà dès le départ avec les professionnels, c'est-à-dire on définit le profil du sortant avec les professionnels. Ce sont eux qui expriment à leur manière ce à quoi ils ont besoin en termes de profil. Donc là, ils parlent de langue, ils parlent de l'informatique, ils parlent de quelque chose de très spécifique par rapport à leur métier et tout ça. Et donc, les pédagogues transforment cette expression en matière de tâches, en matière d'activité professionnelle, en compétences, c'est-à-dire en contenu, en pédagogie et tout ça. Et après, il y aura justement le système d'évaluation qui lui aussi répond à ces exigences-là. Et tout compte fait, le taux d'insertion, si on répond bien à leurs besoins, je crois qu'on serait dans la capacité de dire que finalement on a un système qui répond à... Pour être dans la même logique. Enfin, c'est après je vous voilà. Alors, si vous permettez, pour compléter les propos de M. Smaili sur la qualité, c'est vrai que la qualité passe par tout ce qui est ingénierie pédagogique, et donc tout le modèle pédagogique qui doit être amélioré et développé, mais aussi, il ne faut pas oublier, c'est les formateurs, qui bien sûr lui, c'est lui qui transmet le savoir pour le jeune, et comment lui aussi apprendre et à s'auto-former sur à la fois au sein des établissements, mais aussi à l'extérieur de l'établissement. Et donc, il faut s'investir aussi, il y a tout un programme pour améliorer la formation des formateurs, que ce soit en termes de formation initiale, mais aussi en termes de formation continue, parce que même les modèles pédagogiques, ils évoluent, il y a tout le système, les outils, ils évoluent. Ma question favorite, et donc, qui va former les formateurs ? il faudra les adapter, je laisserai peut-être par rapport à ça. Alors, il nous reste vraiment une minute. Juste compléter, oui. c'est par rapport à l'évaluation, et l'évaluation du rendement interne du système, et donc tout ce qui est évaluation des
des établissements, de leur fonctionnement. Et là, on est sur un système, on a mis en place un système intégré d'évaluation pour permettre de positionner les différents établissements par rapport à des indicateurs clés. Et quand on parle d'indicateurs, c'est aussi des indicateurs de qualité en termes d'investissement, en termes de gestion de stagiaires, en termes de pédagogie, en termes même d'ouverture des établissements sur leur environnement socio-économique. Il y a aussi l'évaluation du rendement externe. On a parlé des études d'insertion et de cheminement professionnel qui permettent le suivi de ces jeunes, mais aussi des études sur la satisfaction des entreprises de nos produits. Donc quand on met des jeunes sur le marché, ceux qui sont insérés, on passe vers les entreprises. Produits de formation. Voilà, produits de formation, c'est sûr, produits de formation. Rapidement pour conclure. Les formateurs en matière de certification, aujourd'hui, comme ça a été dépassé, Smaili, aujourd'hui nous avons 23 établissements certifiés ISO 9001 version 2008 et 4 établissements qui sont en cours de certification RSE. En matière de certification, nous avons pratiquement certifié plus de 1600 formateurs par des organismes de renom. En matière d'accréditation aussi de compétences des programmes de formation. Et de ce fait, nous avons créé ce que nous appelons les CDC, les centres de développement de compétences, 10, qui sont des bureaux d'études internes, qui ont principale mission, donc l'adaptation et l'actualisation des programmes de formation, la mise à niveau des formateurs sur la base d'un référentiel international type WorldSkills, ou encore les veilles technico-pédagogiques. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Je suis obligé de rendre l'antenne. Merci de nous avoir permis de mieux comprendre cette réforme de l'éducation, de la formation professionnelle, qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'éducation. On se verra très bientôt pour en voir les effets. Je ne sais pas si ce sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, j'en sais rien, mais en tout cas on verra. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur Média TV. La rediffusion comme d'habitude à 22h40.